Pour exploiter le sel au fond d'océans disparus, il faut une aquamachine géante, d'une puissance hors norme et capable de travailler dans des conditions infernales. Question extraction de sel, il n'y a pas pire. Et la corrosion due à ce minéral n'arrange rien. Nous consommons quelques 300 millions de tonnes de sel par an, mais seule une pincée finit dans nos assiettes. Le reste est un ingrédient incontournable dans la fabrication de nombreux matériaux, et son approvisionnement alimente un marché mondial de 15 milliards de dollars. Il est pur, et sa valeur est donc très élevée. D'où la construction d'un engin capable de creuser plus vite, plus profond et plus longtemps dans des endroits cauchemardesques. C'est une industrie très spécialisée. Les ingénieurs vont à la fac et les ouvriers se forment pour concevoir et fabriquer ces engins. Cette drague pèsera 500 tonnes. Elle aura des dents géantes, une puissance phénoménale, un appétit insatiable et une armure. Elle est unique au monde. Elle représente 2 ans d'études, de fabrication et de tests. 7 jours sur 7, avec 2 équipes par tous les temps. Mais le plus dur viendra après, quand il faudra démonter à toute allure ce monstre de technologie. C'est pas gagné. Et le livrer par cargo en temps et en heure au client qui a passé commande de cette aquamachine géante. Baltimore, le cœur de l'industrie américaine, où un des leaders mondiaux du marché des dragues, Ellicott, conçoit et fabrique des machines qui creusent sous l'eau depuis plus d'un siècle. C'est super de travailler pour Ellicott, parce qu'on fait ce que presque personne d'autre au monde ne fait. Ellicott a creusé le canal de Panama et construit des milliers d'engins pour des applications marines. On a été parmi les premiers à fabriquer des dragues portables. Des dragues à godets mobiles, des dragues suceuses à élinde et des dragues à godets. On a repris un produit qui datait du 19e siècle et on l'a décliné pour tout un secteur industriel. Le nouveau défi de l'entreprise, fabriquer une drague flottante pour creuser en profondeur et exploiter le sel d'une ancienne mer en Arabie Saoudite. La température atteint 55 degrés au soleil et le milieu est très salin, 10 fois plus que l'océan. Donc, fort niveau de corrosion et très grosse chaleur, ça fait un environnement très hostile. Il va falloir fabriquer, tester, démonter et livrer à l'autre bout du monde en respectant le délai et le budget. À engin hors norme, travail hors norme. Il y a plein de fabricants de machines à usage industriel, mais peu de fabricants de dragues. On n'est que 2 ou 3 dans le monde. Cette machine flottante, nom de code B2190E, pourra broyer le sel dur comme la pierre en le faisant exploser. Si vous faites partie de ceux qui se disent que le sel, ça n'est pas si important, écoutez plutôt. Depuis des milliers d'années, l'homme est accro à ce minéral pour l'assaisonnement et la conservation des aliments. Il est essentiel à la vie. Dans le monde, il s'en consomme l'équivalent de 50 grandes pyramides chaque année. Et à eux seuls, les Américains en mangent 450 millions de petites cuillères par jour. 100 millions de tonnes servent au déneigement des routes chaque année. Et le reste, il y en a partout. Quand on dit mine de sel, les gens pensent au sel de table. Mais en fait, ce produit sert au raffinage chimique. Il y en a dans presque tout ce que nous fabriquons. Dans le verre pour abaisser le point de fusion, pour purifier certains métaux, comme l'aluminium. Et c'est un ingrédient clé pour la production de tuyaux en PVC. Ou de pâte à papier. Ce secteur industriel pèse 15 milliards de dollars. Et dans le golfe Persique, on n'attend plus que la machine adéquate pour exploiter un gisement de sel. Il est pur, et du point de vue chimique, sa valeur est donc très élevée. Et un géant saoudien de la pétrochimie compte bien le récolter. Problème, il est enfermé près du littoral, sous plusieurs mètres de nappe phréatique et une croûte solide en surface. L'entreprise a une vieille drague, assez petite, qui nécessite d'utiliser de la dynamite pour accéder au trésor. Mais ce n'est pas la solution idéale.
Les Saoudiens nous ont dit que leur drague ne suffisait pas. Et ils n'ont pas envie d'utiliser de la dynamite parce que c'est à la fois coûteux et dangereux. En plus, leur bateau est rongé par la corrosion. Donc comme leurs réserves s'amenuisent, ils sont très inquiets. Le traitement chimique se faisant en continu, si ce minéral vient à manquer, toute l'infrastructure s'arrête. Mais le spécialiste américain de la drague pense avoir la solution. Notre engin pourra faire mieux. L'amélioration de la productivité est quasiment garantie. Cette drague est conçue pour éviter le dynamitage. Elle réduira le temps d'arrêt d'exploitation, ce qui augmentera la productivité. Pour éviter d'utiliser de la dynamite, la B2190E à moteur électrique disposera d'une roue à godet de 30 tonnes pour percer la surface rocheuse et travailler sous l'eau. Elle va flotter et creuser à une dizaine de mètres de profondeur en papillonnant afin de découper le terrain au gré de ses mouvements latéraux et de sa progression en avant. Imaginez le croisement entre un aspirateur qui engloutit tout ce qu'il y a sous l'eau et une tractopelle géante capable de creuser dans n'importe quoi. Le poids de la drague contrebalancera l'action de la roue à godet sur le sel dur comme la pierre. Différentes forces vont se combiner pour attirer la drague sous l'eau. Quand le désagrégateur racle le matériau, le poids de la drague lui permet de résister à la découpe. Nos concurrents ne font pas comme ça. Du coup, leur drague et leur désagrégateur sortent un peu de l'eau. Donc l'extraction est moins efficace. Une fois broyés à la taille d'une balle de golf, les blocs de sel seront refoulés dans une pipeline d'1 kilomètre, à raison de 500 tonnes à l'heure, jusqu'à une usine de traitement située à terre. L'excavation et la récupération à l'aspiration seront optimisées. C'est essentiel pour une drague. Il ne reste plus qu'à la construire. Une fois terminée, testée et prête à livrer, la B2190E pèsera la bagatelle de 500 tonnes. Une aquamachine géante digne de ce nom. L'extraction sous-marine a toujours constitué un tour de force technique. Et voici les machines marines qui s'en chargent. En creusant et en aspirant ce qui se trouve sous l'eau, les dragues permettent de construire des digues et des gares maritimes, de poser des câbles de fibre optique, d'approfondir les voies navigables et d'aménager les autoroutes maritimes nécessaires à la circulation de bateaux géants. Cette méthode remonte à plusieurs siècles, à la toute première roue à auget, un engin rotatif et mobile qui nettoyait les ports au Moyen-Âge, inventé par le père des dragues, Léonard de Vinci. Depuis, elles sont devenues des chefs-d'œuvre d'ingénierie essentiels pour le monde moderne. Quand les gens parlent de drague, ils ne pensent pas aux infrastructures. Mais en fait, rares sont les produits à arriver sur les lieux de vente qui n'ont pas bénéficié de près ou de loin du travail d'une drague. Il y a presque autant de dragues que d'activités sous-marines. Il y a plein de modèles. Des dragues suceuses avec des agrégateurs qui découpent la surface et aspirent les matériaux. Il y a des dragues suceuses qui aspirent simplement du limon. Il y a des dragues à benne preneuse et des dragues à chaîne et godet qu'on utilise pour l'exploitation du sable et du gravier. Ces machines ont façonné notre monde, donc pas étonnant que les leaders de la planète ne soient pas insensibles à la drague. La preuve avec Barack Obama en visite chez Ellicott. This company built dredging equipment that helped dig the Panama Canal. That's impressive. J'ai eu l'honneur de présenter le président quand il est venu. C'était important pour l'entreprise. La visite présidentielle a eu lieu pour la fête de l'industrie aux États-Unis. What that means is this company right here in Baltimore literally helped create our global economy, because that was one of the first connectors, right, that started to allow us to ship goods and cut the distances that integrated the world economy.
L'atelier centenaire d'Ellicott va donner naissance à la B2190E. Cet aspirateur à sel va devoir résister aux pires conditions de travail qui soient, raison pour laquelle on le dote d'abord d'un squelette d'acier haute résistance. Quand on pense dragueur, on visualise l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des milliers de pièces, certaines mobiles, d'autres fixes, majoritairement en acier et parfois en acier haute résistance. Certaines de ces pièces arrivent presque finies, comme ce corps de pompe qui a droit à un tour, et même plusieurs, dans un tour vertical à commande numérique par ordinateur de 2 mètres. Une grosse machine pour usiner l'acier. Commande numérique par ordinateur, ça signifie que l'ordinateur supervise le réglage du tour. Il a été programmé afin que le corps de pompe soit usiné selon des cotes très précises. Voici notre nouveau tour vertical de 2 mètres de haut. En ce moment, il usine l'acier pour obtenir le bon diamètre intérieur et donner un profil net à la pièce. Les cotes doivent être parfaites pour que l'eau et le sel circulent correctement et pour épouser les autres pièces. On a connu l'époque des bateaux en bois, la transition vers les pièces en fer. Et aujourd'hui, tout est en acier. Créer des aquamachines géantes uniques au monde nécessite de fabriquer ses propres pièces. Du plasma, un gaz ionisé porté à haute température, découpe jusqu'à 15 cm d'épaisseur d'acier. On fait venir des plaques de qualité marine et on lance le programme avec le schéma de coupe qui nous offre le meilleur rendement par plaque. Ce banc de découpe plasma permet de produire des pièces de n'importe quelle forme. D'abord, on dépose la plaque d'acier sur le banc. Puis on programme la forme de la pièce voulue et enfin, le plasma découpe le métal comme du beurre. On peut chanfreiner la pièce en fonction des besoins pour qu'elle soit prête à passer au soudage, qui est le poste de travail suivant. Et s'il n'y a pas de soudure à faire, la pièce avance sur la chaîne pour un deuxième traitement. C'est là qu'intervient Tony Eubanks. Il ponce des anneaux en acier sur un tour horizontal. Tony polit la première face. Il reprend la finition grossière de la pièce. Après, il la retourne, il la remet dans la machine et il finit le polissage. Et au cas où Tony ferait une erreur, ce qui est peu probable, un autre poste permet de la rectifier. L'équipe d'experts du contrôle qualité d'Ellicott. On a un CMM, un instrument de mesure numérique. Les modèles conventionnels sont équipés d'une table en granit, mais celui-ci est mobile. Il analyse les pièces terminées en quête de défauts microscopiques pour s'assurer que chacune est à la hauteur pour équiper une drague. C'est un appareil très utilisé en aéronautique et c'est un des exemples des capacités d'innovation d'Ellicott. Ce CMM mobile a une précision de 0,012 cm. La B2190E va devoir accomplir une odyssée maritime à travers l'océan Atlantique, la Méditerranée, le canal de Suez et le golfe Persique. Mais comme elle ne pourra pas faire ce voyage en un seul morceau, Ellicott l'a conçu comme un véritable transformer qui sera construit, testé puis démonté avant sa traversée épique. Ellicott joue gros en décidant de livrer cette dévoreuse de sel en morceaux pour la remonter une fois sur place. Le sel est le seul caillou que nous mangeons et il vient intégralement de la mer. Il y a deux façons d'en obtenir, soit en exploitant des mines dans les profondeurs de la Terre où se cachent les vestiges de mer disparus, soit en le récoltant dans des nappes d'eau de mer. L'eau s'évapore au soleil, ne laissant que le sel. Cette exploitation peut se faire à grande échelle, les nappes atteignant parfois la surface de 66 000 terrains de football, ou au contraire de façon artisanale, avec un seau, du soleil et un peu de détermination. Il y a l'équivalent d'un shaker de sel dans chacun de ces seaux. À Long Island, dans l'État de New York,
Steven Judelson nous montre comment l'homme récupère le sel depuis plus de 8000 ans. On le fait comme un passe-temps depuis une trentaine d'années et commercialement depuis 5 ans. En début de journée, Steve remplit ses seaux d'eau de mer. On aime bien l'Atlantique parce que ses eaux sont constamment en mouvement et elles nous apportent une eau très pure en profondeur. Avec sa récolte liquide, il parcourt 1 kilomètre jusqu'à sa station de traitement. L'évaporation de cette récolte est en cours depuis un peu plus d'1 mois. On a ajouté de l'eau au fur et à mesure, on a surveillé les cristaux. Il y a quelques jours, on les a mis en tas pour amorcer le séchage et maintenant, il n'y a plus qu'à récolter. La transformation se fait lentement. Il reste quelques étapes, notamment finir le séchage pour obtenir le produit emballé. Soit le sel nature, soit un sel avec un des 15 parfums qu'on propose actuellement. Mais en Arabie Saoudite, cette méthode traditionnelle n'est pas envisageable. En effet, le sel se trouve sous une surface solide et sous une nappe phréatique. Et en prime, il est dur comme la pierre. Au fil du temps, il y a du fluage, pour utiliser notre jargon technique. Le sel se comprime et il durcit. Ici, le dépôt est ancien. Il date du temps où il y avait une mer. Et ce processus se poursuit depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années. C'est quelque chose de vraiment unique au monde. Ce trésor saumâtre rapportera des milliards à qui saura l'extraire sans le dynamiter. Et Ellicott pense en être capable. Au bout de presque 1 an de conception et de découpe des pièces, il est temps d'assembler le puzzle, celui d'une dévoreuse de sel unique en son genre. Les pièces de la B2190E devraient s'emboîter sans anicroche. Les 2 du milieu d'abord. Encore faut-il trouver l'endroit pour le faire. Le parking, ça n'est pas l'idéal. Mais le client voulait voir la machine en test avant la livraison. On s'y attendait, mais c'est un sacré défi. C'est le plus grand puzzle jamais assemblé sur un parking de Baltimore. Le premier jour, on assemble les caissons qui constituent la coque du dragueur. Il y a beaucoup de gros éléments à manutentionner et à assembler. Beaucoup de travail pour des costauds. Il faut assembler 7 caissons qui pèsent presque le poids de la navette spatiale. Certains éléments pèsent 45 tonnes et mesurent 18 mètres de long. Pendant ce temps, les petites pièces façonnées à l'atelier arrivent à l'assemblage pour être posées et soudées. Les centaines de milliers de pièces doivent s'emboîter pour pouvoir fonctionner. Et chacune est essentielle. Des fois, pour résoudre un problème, il faut y aller en force. Et à d'autres moments, il suffit d'une petite modification d'un logiciel pour s'assurer que tout est bon dans les moindres détails. Parmi les gros éléments, il y a un compartiment hydraulique qui n'est pour l'instant qu'une coquille vide. À l'aide d'un treuil manuel, on installe des pompes reliées à des moteurs électriques d'une puissance de 200 chevaux chacun pour le faire fonctionner. Et le cœur mécanique de la drague sera bientôt plein comme un œuf. Le compartiment électricité abrite les armoires de contrôle des moteurs, l'arsenal high-tech chargé de distribuer le courant entre les équipements basse tension de la B2190E. Un par un, les compartiments terminés sont acheminés à l'extérieur. Le levage se fait avec un maximum de précaution, car c'est souvent à ce stade qu'on commet des erreurs coûteuses. Mais sur le littoral brûlé par le soleil, le gros danger, ce sera la chaleur. Pour le compartiment électricité, de 3,60 m sur 7,20 m sur 3,60 m, il faut un climatiseur de 14 tonnes pour évacuer la chaleur. Et comme il pourrait tomber en panne, il y en a 2. Ça fait une très grosse capacité de refroidissement pour un tout petit volume. Mais cela permettra à la B2190E de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Elle est équipée de beaucoup de montages en double par sécurité et elle est conçue pour économiser de l'énergie au niveau du système hydraulique. Si une pompe tombe en panne, 75% de la puissance reste disponible. Rien n'arrêtera l'exploitation. Et pour cause, chaque heure de travail perdue réduirait la récolte de sel de 500 tonnes, soit plus de 20 000 $. Ensuite, on pose le chariot de support des pieux, un bloc d'acier de 22 tonnes qui soutient les ancres verticales. Puis les lindes, au bout de laquelle prendra place la roue à godet de 30 tonnes, arrive sur un camion à plateau. On l'installe, tout comme les éléments du portique qui constituent l'armature supérieure en acier. Et on termine par la pièce de résistance. La roue à godet de 600 chevaux qui dévorera le sel. Une fois fini, ce puzzle géant est recouvert d'une couche épaisse d'enduit au zinc pour résister à la rouille et à la corrosion. Après 10 mois de travail, voilà le résultat. Mais cela a été dur. Des week-ends, des nuits, des longues journées. Ça a été un travail au long cours et par tous les temps. 7 jours sur 7, avec 2 équipes. Il pense en avoir terminé, jusqu'à un appel inattendu du client. Une fois la machine assemblée, le client est venu pour les essais. La drague lui a plu, mais il a eu des idées pour l'améliorer. En l'occurrence, au niveau du compartiment hydraulique. Le client trouve son agencement perfectible. Comme cet engin doit fonctionner pendant plus de 20 ans, il nous a demandé de le modifier avant de le livrer. C'est très difficile de savoir à l'avance ce que veut un client. Souvent, il nous dit « on verra en voyant la machine ». D'accord, sauf qu'on l'aura déjà fabriqué. Et parfois, ce genre de choses dure plusieurs mois, alors que les délais sont serrés. Revoir la conception pourrait occasionner des pertes financières, alors que cette aquamachine géante devrait rapporter très gros. Fabriquer la B2190E a coûté plusieurs millions de dollars. Réussir à le faire en respectant le délai et le budget a été un véritable exploit. D'autant que les Saoudiens ont demandé des modifications de dernière minute. Mais comme dit l'adage, le client est roi et il sait de quoi il a besoin pour travailler dans des conditions d'extraction cauchemardesques. Gérer ces exigences a été un vrai défi. Le client est un spécialiste de la pétrochimie, donc il n'a pas forcément l'habitude de faire fabriquer des dragues, mais on doit se plier à ses demandes. On a répondu à ses attentes. On a fait des réunions pour trouver les moyens techniques d'améliorer le produit et fournir la meilleure drague qu'il a jamais eue. Ellicott a dû assumer le surcoût de la refonte du compartiment hydraulique. Mais le client est content. Mission accomplie. On a fait ce qu'il a demandé, et il a eu l'air très satisfait. Le directeur général adjoint, Jim Maltese, nous fait faire le tour du propriétaire. On commence par la roue à godet actionnée par un réducteur de vitesse à engrenage d'une puissance de 600 chevaux et à fonctionnement hydraulique. Le sel et les matériaux extraits du sol circulent dans un tuyau d'aspiration et ils arrivent dans le tuyau de refoulement. Ils passent ici et ils traversent toute la drague pour arriver à l'arrière. Le refoulement se fait dans une canalisation qui flotte sur la nappe d'eau et qui est reliée à l'usine de traitement du client. À l'étage au-dessus se trouve le centre nerveux de la B2190E. Voici la salle de contrôle, le cerveau de la drague. Par le passé, il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'automate programmable, pas de commande intégrée, tout était géré par des leviers et des commandes manuelles. Aujourd'hui, il faut des programmeurs informatiques et des ingénieurs pour assurer la programmation. Toutes les fonctionnalités de la drague sont commandées depuis cette salle.
En poupe, une zone high-tech bourdonne d'activité en permanence. Le compartiment électricité. Ici, il y a certains des appareils électriques les plus modernes du monde. Toutes les fonctionnalités démarrent ici et toute la puissance passe par ici. Et la puissance est au cœur de la conception de la B2190E. Il n'y a ni essence ni gasoil, mais un câble électrique d'1 kilomètre qui relie l'engin à une centrale à terre. Et pour être sûr que la drague ne dérive pas et que la prise de courant ne se débranche pas, une paire d'ancres, appelée pieux, s'enfoncera d'1 mètre dans le sol. Ça, c'est le chariot de support. Il permet de positionner le dragueur. On plante un de ces 2 pieux à tour de rôle et on le relève au gré des différents déplacements du bateau. La drague fait du papillonnage en pivotant autour du premier pieu qui est relié à des treuils installés à terre, de part et d'autre du plan d'eau. Ensuite, elle avance par rapport au pieu, ce qui lui permet de traiter une surface 20% plus grande. Et quand toute la zone a été exploitée, on plante le second pieu et la drague avance. Une vraie chenille de 500 tonnes. La B2190E ne ressemble à rien de ce qu'Ellicott a fait jusqu'aujourd'hui. C'est un véritable exploit qui représente 2 ans de travail. Le client en est content. Les essais l'ont convaincu que la drague fera ce qu'il attend d'elle. Pourtant, c'est maintenant que le plus dur commence. Ellicott construit beaucoup de dragues. Mais c'est son premier Transformer, son premier Optimus Prime. Il faut démonter la drague, lui faire traverser Baltimore et les océans avant de la remonter. Et le cargo apparaît dans 3 jours. Le bateau partira, avec ou sans nous. Donc, pas question qu'on lève le pied. C'est pour ça qu'Ellicott a fait appel à des spécialistes du transport de matériel XXL. Harold Denton a mobilisé son équipe de pros venus de Mobile dans l'Alabama. Venez les gars, je m'appelle Harold, je suis contremaître. On a démonté le portique. On va le mettre sur les remorques pour l'emmener au port à l'embarquement. Côté Ellicott, le responsable qualité Craig Ross et l'ingénieur Matt Ryan supervisent les travaux. Ce sont les dernières heures du projet. On n'a plus que quelques jours pour emballer l'équipement. Donc on va tout démonter dans les 3 jours à venir. Le timing du démontage est très serré. Ce sera le défi le plus difficile à relever. Il faut coordonner les grues et les camions. Il faut déplacer la drague en 7 morceaux pesant jusqu'à 47 tonnes, les compartiments hydrauliques et électricité, les pieux de 9 tonnes et des milliers de petites pièces jusqu'aux vis et aux écrous. Et les problèmes commencent. Il faut que tu viennes. 2 grues de 160 tonnes manquent à l'appel. Toute la journée, pendant 2 ou 3 jours, j'appelle et j'envoie des messages. Hier soir, ce matin. Mais on va prendre du retard. Pendant ce temps, Matt Ryan va voir le responsable du projet Duncan McTaggart, avec 2 autres problèmes, des gros. L'assureur veut envoyer un inspecteur pour évaluer le transport, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars. Et le client saoudien réclame une nouvelle modification de dernière minute qui va amputer la marge bénéficiaire. Un peu de sel sur la plaie, si l'on peut dire, mais la demande est justifiée. Les demandes de dernière minute, ça arrive. Là, le client veut que les pattes de levage soient au-dessus de l'eau. C'est à ces pattes installées sur les pieux qu'on attache les câbles des treuils. Si elles étaient sous l'eau, récupérer les pieux serait dangereux en cas de rupture de câble. Pour l'équipe d'Harold, ça veut dire qu'il faut souder avant de soulever. L'agent de l'assureur arrive. Les gros éléments ne l'intéressent pas. Ils vont être convoyés sur des camions à plateau et conditionnés une fois au port. Ce sont les petits qu'il veut inspecter. Harold les a tous placés dans le même conteneur
pour l'expédition qui doit durer 4 semaines. Il y a des inquiétudes sur l'arrimage du chargement, vu la forme des éléments. Si elles sont secouées fortement pendant le transport, les pièces qui sont posées sur l'élément arrondi risquent de s'abîmer. Et en plus, elles risquent d'abîmer le conteneur. Si l'inspecteur n'est pas satisfait, il va falloir tout déballer et recharger dans plusieurs conteneurs. Or, Harold n'a ni le temps ni la main-d'œuvre pour le faire. Le problème, c'est que je n'ai pas tant de gars que ça sur place. Et pour en faire venir d'autres, il faut que je les appelle et qu'ils viennent de Mobile, dans l'Alabama. L'évaluation de l'inspecteur n'est guère prometteuse. Pour l'instant, je ne suis pas persuadé que le chargement ne va pas bouger. Je vais voir avec l'assureur, je vais lui montrer les photos. Mais l'équipe ne peut pas attendre. Elle veut une réponse sur le champ. C'est un gros stress pour nous que ce conteneur soit bloqué. Il faudrait qu'on l'emmène au port. L'assureur est un tiers objectif qui fait ça tout le temps. Il va envoyer des recommandations et on va devoir s'y conformer. C'est comme ça, c'est tout. Conclusion, tout s'arrête car tout ce qui pouvait être enlevé sur la drague l'a déjà été. À ce stade, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sans les camions ni les grues. Elle devait arriver ce matin, mais comme vous le voyez, nos 75 tonnes sont toujours là. On a besoin de 2 grues de 160 tonnes. Chaque minute est cruciale. Mais si on prend du retard demain, la pression va monter. On sera à court de temps. Harold ne sait pas ce qui arrivera en premier, les grues ou la réponse de l'assureur. C'est Matt qui reçoit la mauvaise nouvelle. L'inspecteur de la compagnie d'assurance n'a pas aimé le remplissage des conteneurs, donc on va tout vider, recharger et tout arrimer correctement. Il faut en reconditionner une partie. L'assureur est inquiet pour l'élément arrondi du chariot de support des pieux. Ce qui l'inquiète, à juste titre, c'est que si ça bouge trop pendant le transport, l'élément qui est dessus pourrait basculer parce qu'il n'est pas posé à plat. Mais ça ne plaît pas du tout à Harold. Pas question que je passe 2 jours là-dessus. 2 de mes gars vont s'y coller. Et ça va durer jusqu'à samedi. Ça ne devrait pas prendre autant de temps. On va y arriver. Ils n'ont pas le choix. Sans l'aval de l'assureur, le conteneur ne sortira même pas du parking. Il faut l'arrimer. C'est tout. Je comprends. On va te trouver des conteneurs et tout ce qu'il faut. Ça marche. On va le faire. Je te certifie que tel quel, ça résisterait à un ouragan. Ok. La première journée a été dure, surtout pour Harold. Mais l'équipe d'hélicote ne s'est pas laissée démonter. Fin de la première journée, quelques pépins, mais on a à peu près réussi à les résoudre. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfait, mais grosse journée à venir demain. Les grues arriveront-elles? L'assureur donnera-t-il son feu vert? Hélicote tiendra-t-elle le délai pour embarquer? Dès le premier jour, les opérations ont pris 24 heures de retard. Il y a intérêt que la deuxième journée se déroule nettement mieux. Au siège d'Hélicote à Baltimore, dans le Maryland, la dévoreuse de sel est en petits morceaux. Mais c'est fait exprès. Deuxième journée. On a rempli presque tous les containers qu'on avait à notre disposition. On attend l'arrivée des camions. S'ils arrivent, on devrait expédier 4 ou 5 chargements dans la journée. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Pour Harold Denton et son équipe, il faut donc recharger les conteneurs qui contiennent les plus petits éléments de la drague, puis attendre le feu vert de l'assureur avant de les envoyer au port. En attendant, Craig Ross, le responsable qualité, vient soumettre une nouvelle stratégie. Les 2 hommes savent qu'ils doivent rattraper le temps perdu. Le réducteur est dessus. Il fait un chargement. À lui tout seul. Mais tu as dit que tu vas mettre... Non. Le sommet du portique va partir avec le groupe électrogène. Mais tant que les camions et les grues ne sont pas là, les choses n'avancent pas.
J'ai besoin de réponses. Quand on va démarrer, je veux pas que mes gars soient bloqués. Je ne sais pas. Je peux pas faire autrement. On est tous à fond déjà. Les grues arrivent enfin. Harold est satisfait, même s'il ne l'admet pas, et Craig est soulagé. La logistique, c'est l'art de déplacer des chargements. Mais quand rien ne bouge, c'est de la torture. Fabriquer une drague, c'est une nouveauté pour moi. On apprend la méthode de travail au fur et à mesure. On a des ressources hors normes. On travaille avec des compagnies d'armement maritime et avec notre propre service logistique. Mais ça n'est pas une mince affaire, même si c'est passionnant. Donc, on apprend les choses en les faisant. L'arrivée des grues va permettre d'accélérer le démontage. Aussitôt, on met le turbo. L'équipe charge les mains courantes et les coupées. Les éléments installés à l'extérieur de la drague. Ensuite, le sommet du portique prend place sur la même remorque. Puis vient le tour de la salle de contrôle. Et ce n'est pas parce qu'elle est plus légère que c'est plus facile. Les climatiseurs et les fenêtres casseront au moindre choc trop violent. Il faut donc avoir du doigté, le compas dans l'œil et de l'huile de coude. Une fois au sol, elle est conditionnée pour son voyage de 10 000 km. Ensuite, on pose le premier des deux berres pour les compartiments hydraulique et électricité. Ces socles de transport évitent qu'on abîme le câblage des compartiments. Le groupe électrogène de 7 tonnes est muni d'un cadre qui répartit le poids pendant la manutention. C'est lui qui alimentera la B2190E en électricité en cas de panne. Sitôt chargés, les camions prennent la route et quittent ce parking de Baltimore provisoirement transformé en usine d'assemblage de Transformers. En fin de journée, il ne reste plus qu'une manutention, mais elle est cruciale. C'est celle de la dentition du monstre. Jeffrey Weiss et Scott Zirkel, ses concepteurs, l'admirent une dernière fois. Les dents sont en acier très dur. Elles se remplacent en enlevant une goupille et en les dévissant. Cette partie est dans un métal plus tendre, mais qui résiste à l'usure. Elle a été conçue pour que la roue à godet ne s'abîme pas avec le temps. La taille des ouvertures est adaptée à la pompe installée dans les lindes. Cela évite que des matériaux trop gros soient aspirés. Tout passe dans une trémie qui les retient si la machine en prélève trop d'un coup. Après, les fluents circulent dans un tuyau d'aspiration qui remonte vers la pompe et le tout est refoulé. Le désagrégateur est actionné par ce moteur hydraulique, équipé d'un réducteur de vitesse à engrenage. Si on érafle la peinture pendant le transport, c'est la porte ouverte à la corrosion. Pour Craig, l'enjeu est de taille. Le dernier chargement de la journée, c'est la roue à godet reliée au réducteur de vitesse à engrenage qui pèse au total 30 tonnes. C'est un des éléments essentiels de la drague. Donc, il va falloir bien surveiller le levage pour déposer le chargement sur le camion en toute sécurité. Et je crois qu'après, on pourra rentrer à la maison. Il faut soulever doucement et toujours au même rythme, afin d'éviter les mauvaises surprises. Cela nécessite une grande grue et du doigté. Quant aux spectateurs, ils ne sont pas les bienvenus, jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Car sitôt soulevée du sol, la pièce recule. Les costauds entrent alors en action, car le moindre choc serait désastreux. Et s'y mettant à plusieurs, ils reprennent les choses en main et guident la pièce jusque sur le camion à plateau. Ensuite, ils inspectent chaque centimètre carré de la roue à godet. Aussi surprenant que cela paraisse, le moindre choc pourrait endommager la partie la plus solide de la drague. Par tous les moyens possibles, les ouvriers arriment le monstre de 30 tonnes.
Les gros levages sont terminés. Le dernier a été un peu difficile vu le peu de place qu'on avait pour le faire. Il y a des poteaux électriques et il fallait faire attention. La journée n'a pas été de tout repos, mais elle s'est bien passée. Quant à la compagnie d'assurance, elle confirme que le nouveau conditionnement répond aux exigences de sécurité. Harold est enfin satisfait. Contrairement à Matt Ryan et Craig Ross. Ils doivent expédier les énormes caissons de la B2190E et il ne leur reste plus que 24 petites heures. Au troisième jour, le parking d'Ellicott s'est transformé en scène de spectacle où se déroule un ballet de machines, de camions et de gros bras. Après les pièces de petite et moyenne taille, il est temps de passer aux choses sérieuses. Et Harold Denton ne plaisante plus. Aujourd'hui, on fait partir les gros trucs. On les charge avec les grues. Espérons que tout ira bien et qu'ils arriveront au port. Prends le chariot avec le crochet et déplace-le. Harold commence par l'énorme chariot de support des pieux. Cette pièce de 22 tonnes pèse plus lourd que l'ancre d'un navire de croisière. Je vais m'en charger. T'es occupé, vas-y. Il faut d'abord le dégager avec un chariot élévateur. Il faut le désolidariser. C'est bon, c'est bon. L'opération est délicate, On est tout prêt, je sais. mais Harold sait y faire. Pas de panique. Et il a confiance en lui. C'est plié. J'adore quand tout se passe bien. Le grutier prend le relais et dépose doucement le chariot de support sur la remorque. Le premier élément géant peut partir. J'ai fini, je rentre chez moi. Après, c'est au tour des pieux. Et pas question pour Harold d'aller aux pieux. Affichant 9 tonnes chacun, ce sont les ancrages verticaux de la B2190E. Vient ensuite les lindes, l'immense bras en acier de 90 tonnes, au bout duquel se trouve la roue à godet. Des étais en bois installés sur la remorque vont protéger les conduites hydrauliques qui sortent de la pièce. Pour terminer, Craig Ross colle la lettre de transport maritime avec l'adresse de livraison. Il ne faudrait pas que les services postaux perdent le colis. Mais comment transporter des éléments de cette taille dans le centre-ville de Baltimore? Ellicott sait à qui s'adresser. On a transporté 3 éléments. La salle de contrôle l'autre jour et ces 2 petits caissons, les éléments les plus légers. Mais il paraît qu'on va passer à la taille au-dessus. Le plus gros élément fait dans les 47 tonnes. Et il mesure 4,50 m de large. Ça ne va pas être une partie de plaisir pour traverser la ville. Ce sera en effet l'élément le plus volumineux jusqu'à maintenant. Et avec, il va falloir négocier les rues étroites pendant que le cargo se prépare à partir. L'autoroute la plus empruntée de la côte Est est plus large, mais c'est l'heure de pointe. La course commence pour l'aquamachine géante. Dans les rues de Baltimore, les différents éléments de la B2190E sont en route pour le port afin de prendre la direction de l'Arabie Saoudite. La place et le temps commencent à manquer. Harold Denton et son équipe ont déjà expédié les composants de petite et moyenne taille. Dernière étape, les caissons géants qui permettent à la drague de flotter. Et la moindre anicroche pourrait torpiller l'ensemble du projet. Les caissons sont si volumineux qu'ils ne tiennent pas sur des camions de taille standard, d'où la présence du Highway Max. On va passer aux parties vraiment mouse. On a demandé aux transporteurs routiers d'utiliser ce semi-remorque génial. Chaque roue a une suspension indépendante et un système de direction. Ça permet de la faire tourner. Et l'ensemble est modulaire pour transporter les charges les plus lourdes. Tout est télécommandé.
C'est pour les convois exceptionnels. C'est super. Il peut supporter jusqu'à 113 tonnes. Les caissons ont été les premiers éléments livrés il y a 10 mois, et ils sont les derniers à partir. Le tout dernier prend la route vers l'est sur l'autoroute 95. Puis s'engage dans le tunnel de Fort McHenry pour embarquer, après les vérifications douanières, à la gare de Dundalk quelques heures avant le départ du cargo. Chaque élément doit être arrimé correctement pour ne pas bouger. Idem pour ce qu'il y a à l'intérieur de chaque élément. Le transport jusqu'en Arabie Saoudite va durer 4 semaines. Une fois là-bas, il faudra tout décharger et remonter sur place. L'usine de fabrication des Transformers reprend l'allure d'un simple parking. Ce sont les voisins qui vont être contents. Quant aux équipes d'hélicotes, avec l'achèvement de la B2190E, elles vont goûter un repos bien mérité. Les 2 dernières années ont été éprouvantes. Je suis très content. Le démontage est terminé. Les éléments sont partis et je ne les reverrai qu'à l'autre bout du monde, en Arabie Saoudite. Mais le repos sera bref. Un démontage, ce n'est pas un démantèlement. Il faut tout reconstruire. Une fois la B2190E sur place, les équipes vont en effet devoir tout déballer pour reconstruire la dévoreuse de sel. On est vraiment soulagés. Dans les semaines qui viennent, on va souffler un peu pendant que le cargo traverse l'océan. Mais il y a beaucoup de paperasse à faire pour préparer l'assemblage sur site. Il faut préparer un dossier réunissant tous les plans qu'on a dessinés, toute notre documentation. L'équipe chargée du projet est responsable de rédiger le manuel d'utilisation et d'assemblage. Quand on sera en Arabie Saoudite, tout sera dans les conteneurs, correctement étiquetés, si bien qu'on n'aura pas à chercher de pièces manquantes, qu'il n'y en aura pas qui se baladeront dans la nature. On va faire une petite pause, profiter du week-end, mais on a encore du pain sur la planche. Comme l'a déclaré le président Obama, les dragues ont façonné et continuent de façonner le monde moderne. Avec les progrès dans la fabrication du plastique et l'apparition de nouveaux matériaux, il faudra toujours plus de sel. Et ce n'est pas le seul ingrédient secret que la nouvelle génération de dragues exploitera en mer. Ces engins préparent l'avenir. Léonard de Vinci les avait imaginés, Hélicote les a fabriqués. Et il n'y a plus qu'à les mettre au travail. Travailler au bureau d'études en lien avec le client jusqu'à se retrouver avec une drague terminée sous les yeux, c'est vraiment très gratifiant. J'ai participé à ce projet depuis sa conception, depuis la proposition commerciale qu'on a décidé de soumettre. J'ai collaboré avec le client pour affiner cette proposition. On a tout réuni dans un même lieu. J'ai assisté et participé à l'assemblage des éléments. Mais ce qui m'éclate, c'est d'aller sur place, de voir la drague flotter et atteindre ses objectifs de production et de me dire que j'aurais participé à la fabrication d'une des machines les plus incroyables sur Terre. C'est vraiment une machine hors norme. Passer de la table à dessin à un engin qui va fonctionner pendant des années, c'est fantastique. On a une équipe très solide. Tout le monde se donne à fond pour que ça marche. Et pour que ça marche du premier coup. C'est une fierté énorme pour Hélicote et c'est une fierté quand on est américain de fournir le meilleur produit du monde. Rendez-vous à l'autre bout du monde. Il ne reste plus qu'à emballer les outils et prendre le chemin du golfe Persique pour remonter l'aquamachine géante la plus affamée du monde.